que je vais aborder dans le cadre de cette présentation, c'est d'une part montrer les intérêts que peuvent offrir les entrevues en ligne, montrer aussi les spécificités, parce que vous avez soulevé cette question, mais il n'y a pas une forme d'entrevue en ligne, il y en a plusieurs. Et on va aussi aborder tous les défis que pose ce type d'entretien, notamment certains défis éthiques. Alors, pour illustrer la présentation, je vais m'appuyer sur deux recherches. Donc, une première recherche qui avait été faite dans un objectif très exploratoire pour essayer de cerner tous les usages que des jeunes peuvent faire des médicaments hors du cadre médical. Mais donc si on regarde dans la littérature, on voit il y a les usages de performance dont on a entendu beaucoup parler dans les médias, ces étudiants qui vont prendre du Ritalin pour faire notamment en médecine, pour réviser leurs cours, etc. Et on présente souvent les usages à des fins plus récréatives, de recherche de sensations. Donc nous, on avait ces usages-là, mais on voulait, en partant de là, voir est-ce que finalement il y a d'autres usages, est-ce que c'est plus complexe que ça. Et effectivement, la recherche a montré que ne serait-ce que la performance, elle pouvait être abordée. On va avoir une performance académique, mais on va avoir aussi une performance au niveau professionnel. Donc, ce n'est pas exactement, le contexte change et les objectifs de prise vont changer aussi, un petit peu les discours de légitimation. On va avoir aussi une performance sportive. Bon, ça aussi, ça avait été quand même un peu documenté, mais beaucoup dans du sport amateur, parce que nous, on n'était pas justement avec des sportifs professionnels. On va avoir aussi une performance que je dis esthétique, dans le sens où on va prendre certains médicaments, mais pour pouvoir rentrer dans le moule et rentrer dans les normes. Et on peut avoir aussi une performance sexuelle. Donc là, on a un certain nombre des personnes qu'on a rencontrées qui prenaient du Viagra sans avoir de troubles de dysfonction érectile. Et vraiment, dans leur discours, il y avait une justification par rapport à la performance et notamment par rapport aux modèles qu'ils pouvaient avoir au niveau de la pornographie et qui les amenaient à se dire « j'arriverai pas à atteindre ces niveaux de performance, il faut absolument que je prenne du Viagra ». Et même chose au niveau des usages à des fins de recherche de sensations. Les degrés peuvent être très divers. On va avoir certains qui disent « moi, je veux un petit buzz léger pour pouvoir faire du skateboard, puis j'ai pas trop mal quand je tombe, alors je vais prendre du Tylenol avec de la codéine. En même temps, c'est plus agréable pour faire du skate. » Ou d'autres qui vont dire « moi, ce que je recherche, c'est un grand coup de pelle dans la tête. » Donc, on voit bien que c'est pas exactement la même chose. Et on a aussi un autre usage qui est un peu entre les deux, qui est plus de régulation des humeurs, où j'ai une certaine anxiété et je vais prendre un Tylenol avec de la codéine aussi, ou des traitements, des antidouleurs qu'on prend notamment pour le mal de dos. Mais là, c'est plus pour me sentir bien, parce que je ne veux pas me sentir angoissée. Donc, là, on pourrait dire qu'on est presque dans une utilisation médicale, mais c'est une forme d'automédication. Et c'est aussi à une fin d'être performant pour pouvoir assurer dans le cadre de mon quotidien. Donc, on voit qu'on avait beaucoup d'usages et donc c'était plus complexe. Et parmi les questions qu'on leur demandait, c'est on voulait savoir comment ils en étaient arrivés là, puis comment ils retrouvaient de l'information. Et ce qui est ressorti, c'est que Internet, donc certains sites, des sites, notamment des communautés qui vont réunir toutes sortes d'informations sur les médicaments étaient mobilisés, mais aussi des sites de compagnies pharmaceutiques où là, on allait utiliser la fiche pour aller essayer d'identifier les effets secondaires qui allaient pouvoir être exploités. Donc, différentes sources. Et une source qui est ressortie assez fréquemment, c'était l'usage des forums où les gens pouvaient échanger sur l'expérience, mais aussi leur connaissance des produits, parce que on ne se limite pas à échanger sur l'expérience, il y a vraiment une volonté de connaître les produits, notamment pour les repérer, savoir ceux qui peuvent être utilisés à des fins de recherche de sensations notamment, mais aussi quelles combinaisons peuvent être intéressantes, pour aussi voir quels sont les risques, jusqu'où on va, parce que c'est des pratiques qui sont marginales, mais on veut absolument encadrer la pratique. Et par rapport à d'autres sites, notamment, on a observé aussi, dans le cadre d'une autre enquête, des sites sur les médicaments amaigrissants, il y avait beaucoup plus de prise de risque sur ces sites-là
que sur les sites où on utilise des médicaments à des fins de drogue, où on veut être, il y a vraiment c'est presque une norme dans ces communautés qu'on veut être des utilisateurs avertis, informés des médicaments. Donc c'est très présent cette idée de sécurité et on va marginaliser les pratiques à risque. Donc voilà, c'était juste pour vous situer un petit peu ces deux types de recherches sur lesquelles je vais m'appuyer, puisque dans les deux cas, on a été amené à faire une partie en ligne. Alors, la première question, donc, pourquoi faire des entrevues en ligne? Donc, les entrevues en ligne, elles présentent plusieurs avantages. Un avantage qui est souvent souligné, c'est que ça permet de rejoindre des populations qui vont être difficiles à rejoindre. Alors, on en parlait hier à propos notamment des ARSA qui ne vont pas nécessairement, notamment des jeunes hommes gays qui ne vont pas nécessairement fréquenter le milieu et par exemple le village qui est de moins en moins fréquenté par les jeunes. Donc, certaines populations, si on veut les rejoindre, ça va être plus facile de les rejoindre en ligne. Mais ça peut aussi être des populations qui sont distribuées géographiquement. Et donc là, ça peut être difficile de les rejoindre. Dans le cas des forums qu'on a analysés, parce que si on regarde les recherches sur les forums, il y a beaucoup de recherches qui sont en fait des analyses de contenu des forums ou des observations participantes ou non des forums, mais il y a relativement peu de recherches où on va essayer de contacter les participants au forum pour pouvoir savoir finalement un petit peu quels sont les usages, comment ils vivent cette expérience de participation au forum, comment ça s'intègre dans le quotidien, donc beaucoup plus dans une logique ethnographique. Et donc nous, on voulait aller dans ce sens-là, on voulait donc essayer d'avoir des échanges avec les personnes qui participent, donc notamment on a essayé de repérer les plus grands contributeurs et on a engagé des entrevues avec eux. Mais dans une deuxième étape, on voudrait faire des entrevues avec ceux qui ne font que lire, parce qu'on sait que sur les forums, il y a moins de 10% des gens qui viennent qui vont écrire, et le reste, ils lisent. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux, de cette information? Comment ils se l'approprient? À qui ils en parlent? Comment ils évaluent des informations présentées qui peuvent être certaines fois contradictoires? Donc, ça aussi, c'était un aspect qu'on voulait essayer de toucher. Donc, pour nous, c'était vraiment important, étant donné que dans le forum, il y a des gens qui viennent d'Australie, d'Angleterre, des États-Unis, du Canada. Ça, si on n'avait pas fait des entrevues en ligne, ça aurait pu être très coûteux pour aller les rencontrer. Ça peut aussi être intéressant pour des populations de personnes hospitalisées ou de personnes qui sont malades et qui vont trouver que c'est plus facile une entrevue en ligne, notamment asynchrone par courriel, parce que ça leur permet de répondre quand elles se sentent bien pour répondre. Donc ça peut être intéressant aussi. Pour des populations stigmatisées, c'est sûr que ça peut être intéressant aussi, notamment parce qu'il y a une perception liée au courriel d'anonymat, ce qui fait qu'on se livre beaucoup plus. Il y a des comparaisons, notamment entre, si on prend les entrevues de groupe en ligne et hors ligne, on voit qu'en ligne, par exemple, les hommes vont participer plus, vont plus se livrer. Donc, ça peut, il y a vraiment, c'est un environnement qui, d'une certaine façon, procure moins de pression et donc ça va être plus facile d'aller discuter de sujets particulièrement sensibles. Dans notre cas, on parlait d'une pratique qui est marginale, en fait, encore qu'elle est plus si marginale que ça. Il y a une enquête qui a été réalisée auprès des étudiants à McGill et puis qui montrait que c'était jusqu'à 30% des étudiants qui prenaient du Ritalin ou l'Adderall pour réviser leurs cours, donc ce n'est pas si marginal que ça non plus. Mais c'est sûr que c'est une pratique qui est en marge de la légalité, même si eux vont considérer que c'est des médicaments, donc c'est parfaitement légal. Donc il y avait une certaine sensibilité autour des pratiques et il y a certaines personnes au départ, pour la première recherche, où on explorait les différents usages, on voulait faire des entrevues en face à face avec des gens de Montréal qu'on a recrutés par différents moyens, des annonces dans le Voir, dans le journal Métro, via les sites étudiants, via le site Craigslist, Kijiji, etc. Parce qu'on voulait essayer de toucher large, d'avoir à la fois des jeunes en emploi, des jeunes étudiants, etc. Et il y a certaines personnes qui ont répondu en disant « Moi, je veux bien participer, mais si c'est en ligne ».
Donc, si c'est... il préférait vraiment que ça se fasse par courriel. Donc, il y a aussi ces aspects vont quelquefois être demandés de la part des personnes. Ça peut aussi être intéressant, ces pratiques-là, parce que ça permet en fait de documenter des processus qui se passent sur une longue durée. Alors, Joëlle Kivitz, par exemple, s'est intéressée, elle, à analyser les processus de recherche d'informations chez des internautes britanniques relatives à la santé. Mais la recherche d'informations sur la santé, vous ne la faites pas tous les quarts d'heure, vous n'êtes pas tout le temps en train de dire « Ah, qu'est-ce que j'ai ?» Mais donc, c'était intéressant de le faire sur une longue durée grâce aux entrevues comme ça par courriel, parce que comme ça, c'est quand la personne, finalement, avait ce besoin d'aller faire une recherche d'informations sur la santé que là, elle allait pouvoir écrire. Et elle a fait un terrain qui a duré 1 an. Elle pensait faire 3 mois au départ, puis finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant. Un autre aspect aussi, c'est que ça permet un peu plus, et ça, plusieurs auteurs le soulignent, d'avoir accès au contexte de vie de la personne. Alors, je m'explique, dans le sens où vous rencontrez une personne en entrevue en face à face, bon, ben, elle va peut-être vous parler du contexte immédiat, il y a eu un peu de trafic quand elle est venue, elle a passé une mauvaise journée, etc. Bon, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Alors que dans l'entrevue qui va s'échelonner sur plus de temps nécessairement que sont les entrevues courriels, on va avoir cet accès à ben, aujourd'hui, mon fils était malade et j'ai trouvé ça difficile, etc. Donc, ce contexte-là va être beaucoup plus accessible pour le chercheur. Enfin, un aspect qui est souvent souligné, c'est l'aspect que les coûts sont moindres parce que, 1, il n'y aurait pas de déplacement et 2, il n'y aurait pas de retranscription. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent « je vais faire des entrevues en ligne, comme ça je ne vais pas faire de retranscription ». Mais il faut voir que, bon, d'une part, le coût de la retranscription, il repose quand même sur la personne qui répond à l'entrevue. Et on l'a vu, nous, on a 2 personnes qui ont dit non, c'est trop long, vous posez trop de questions, je n'ai pas envie d'écrire. Donc, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Donc, ça, il faut en tenir compte. L'autre chose, c'est que ce n'est pas parce que... il n'y a pas de retranscription, que ce n'est pas quelque chose, un terrain qui va être long et souvent difficile. Et notamment, c'est des types de terrains qui vont demander un engagement, on en a parlé tout à l'heure, mais un engagement très fort de la part du chercheur, souvent beaucoup plus fort qu'en face à face. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas un seul type d'entrevue en ligne et effectivement, il faut vraiment distinguer entre les entrevues selon qu'elles sont synchrones ou asynchrones, donc asynchrone de type courriel ou messagerie qu'on peut trouver dans Facebook par exemple, ou synchrone, chat ou Skype, donc avec présence ou non du vidéo. Il y a plein de différences, mais il y en a 2 déjà qu'on peut mettre en évidence. D'une part, le fait que l'organisation des entrevues synchrone, ça, et la plupart des recherches vont mettre l'accent là-dessus, c'est très, très, très difficile d'arriver à fixer, alors surtout si vous faites des recherches sur plusieurs continents, ça va être encore plus compliqué. J'ai une étudiante, par exemple, qui fait l'analyse de l'usage d'un blog scientifique et elle a des personnes qui sont dans différents pays et c'est vraiment un casse-tête, elle essaye de les faire par Skype. Chaque entrevue, il faut la reprogrammer plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose qui revient. Les seuls terrains, en fait, où on a vu qu'il n'y avait pas de problème par rapport à l'organisation du terrain, c'était des terrains où le chercheur est en immersion dans le terrain, dans une communauté où il participe. Et de ce fait-là, le chat va être engagé parce que quand tu es là, quand il y a quelqu'un qui est là, on choisit le moment pour parler et c'est moins organisé. Et à ce niveau-là, il y avait moins de difficultés liées à l'organisation. Mais c'est sûr que l'aspect asynchrone du courriel est vraiment un atout dans ce sens-là. L'autre aspect, c'est la nature du discours produit. Vous l'avez vu, au niveau des discours asynchrones, là, on va avoir des discours vraiment beaucoup plus réflexifs. C'est vraiment très, très marqué. Je vous donne un exemple. Là, c'est, et David va reconnaître parce que c'est lui qui a fait l'entrevue. C'est un des contributeurs donc, importants de notre forum, d'un des forums sur les médicaments détournés. Et puis, on lui demande un petit peu combien de temps il passe. Et puis, il explique vraiment que depuis quelques années, il passe un temps assez important sur le forum,
qu'au départ, il avait une petite expérience des drogues récréatives, enfin des médicaments récréatifs qu'il utilisait à des fins récréatives, que petit à petit, il a commencé à se renseigner sur Heroids, qui est un site notamment qui donne de la documentation sur toutes les substances pharmaceutiques et autres qu'on peut utiliser à des fins de recherche de sensations. Et puis que petit à petit, à force de rechercher de l'information sur le DXM, qui est en fait du dextrométhorphan, c'est ce qu'on trouve dans le sirop pour la toux. Donc ça, c'est un forum sur des gens qui un fil sur les sirops pour la toux qu'ils vont prendre en quantité plus importante, donc 2-3 bouteilles pour pouvoir avoir un effet intéressant. Et donc, il va rechercher beaucoup d'informations. Il va se sentir petit à petit qualifié pour pouvoir écrire sur le forum. Mais en même temps, il trouve important d'avoir une expérience, parce qu'on ne peut pas parler de produits si on n'a pas une expérience. Mais l'expérience ne suffit pas. Il faut aller toujours rechercher plus d'informations. Donc, on voit vraiment un aller-retour qu'il nous explique entre l'expérience, la recherche d'informations, je réessaye, je redocumente, et ça me qualifie pour pouvoir venir parler de cette expérience sur le site. Donc, on voit vraiment un regard très réflexif, et ça va être marqué dans la plupart des entrevues sur la pratique. Ce qu'on ne retrouve pas toujours, on va avoir vraiment des discours beaucoup moins développés dans les entrevues synchrones, sauf là encore, il y a quelques exceptions, quand il y a vraiment une immersion très importante du chercheur, où là, il va pouvoir se développer par chat même des échanges plus longs. Mais c'est vraiment des cas plus isolés. De manière générale, les entrevues par courriel vont générer beaucoup plus d'informations. Par contre, au-delà de ces différences, il y a des défis qui sont communs à toutes les entrevues en ligne. Et le premier défi, on en a parlé un petit peu hier, mais c'est le défi du recrutement. Notamment, dès que vous parlez de drogue, médicaments utilisés à des fins de recherche de sensation, ce n'est pas encore très documenté, mais les usages des drogues, la plupart des forums sur les usages des drogues, il y a au moins une annonce d'un chercheur qui recherche des participants. Donc, on commence à être vraiment très présent dans ces espaces-là, ce qui a en termes éthiques, peut être un peu problématique, parce que jusqu'à quel point on va les laisser tranquilles, discuter entre eux, c'est quand même assez questionnant. Une fois qu'on a décidé qu'on veut recruter, il y a un autre défi au recrutement, c'est comment on va procéder. Alors, selon les études, il y a différentes choses qui sont mises de l'avant. Il y a plusieurs études qui vont souligner c'est important de contacter l'administrateur pour lui demander quelle serait la meilleure façon de procéder pour pouvoir recruter des individus, des participants au forum ou à la communauté. Mais si on le regarde dans la littérature, il y a beaucoup de chercheurs qui vont se retrouver face à une non-réponse. Rien, pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, il y a une autre option, c'est d'afficher directement sur le forum, ce qu'on retrouve aussi dans certaines études, mais avec le risque de finalement avoir une réponse qui peut être dans la dynamique de groupe. Quelqu'un va dire « mais c'est quoi cette étude ?» etc. Et il y a certaines annonces où on a vraiment une réaction agressive de la part du groupe. Et peut-être que si on avait contacté les individus de manière isolée, les participants, on aurait une autre réponse. Donc, les façons de recruter ne sont pas toujours évidentes. Poser une annonce, donc, c'est aussi le fait que si c'est un forum qui est très fréquenté, votre annonce, elle va vite partir. Donc, il faut aller la reposter régulièrement. Après, combien de fois vous devez vous arrêter? Quand est-ce que ça devient du harcèlement? Là aussi, c'est questionnant. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a contacté les administrateurs. Et dans les autres études qu'on avait fait avant, on a toujours fait ça, mais on n'a pas toujours eu de réponse. Et donc, finalement, on a décidé de contacter directement certains participants avec lesquels on voulait avoir des échanges. Et puis, dans notre cas, dans le dernier cas, c'était d'autant plus justifié parce qu'on voulait discuter avec les plus grands contributeurs pour voir, pour des gens qui passent quand même pas mal de temps sur le forum, qu'est-ce que ça veut dire cette expérience de participation. Un autre défi aussi qui est souvent souligné, c'est la difficulté d'apprécier en fait les caractéristiques des participants. Donc, est-ce que l'interviewé est vraiment qui il prétend être?
Et effectivement, ça pose le problème de la validité de la recherche, mais surtout, ça constitue un enjeu éthique, notamment si un mineur participe à la recherche alors que vous vouliez faire une recherche auprès d'une population adulte. En fait, si on regarde la plupart des études, on se rend compte que les individus ne sont pas si créatifs que ça à s'inventer des profils. Donc, il y a quand même une grande proximité avec la création des profils et des identités qui sont dévoilées. Par contre, au niveau de l'âge, oui, là, ça pose vraiment des problèmes, et notamment dans les forums qu'on étudiait, ce sont des forums qui vont tous dire c'est pour des personnes, ici c'est un forum d'échange entre personnes de 18 ans et plus, sauf qu'on a vraiment l'impression que certains des participants ont autour de 13-14 ans, d'après les pratiques autres qu'ils décrivent, notamment le fait qu'ils vont à l'école, etc. On peut imaginer que ce sont des gens plus jeunes, donc là, ça peut poser vraiment des problèmes. La personne va se déclarer comme étant plus âgée, mais l'est-elle vraiment? Un autre défi, et c'est un défi de taille, c'est que pour pouvoir vraiment que ce recrutement se fasse, que la personne ait envie de vouloir, pour les amener à participer, en fait, il faut que la personne se sente en confiance. Et ça, créer un climat de confiance, ce n'est pas forcément toujours évident parce que, par exemple, là, on avait contacté un participant directement et lui se dit « mais pourquoi vous venez me contacter dans cette communauté ?» Il est déjà étonné que les chercheurs arrivent, viennent le rencontrer à ce niveau-là, enfin viennent l'interpeller à ce moment-là, parce qu'il y a une perception quand même que même si la communauté est publique, on est quand même un peu entre soi. Ce qui est pas, donc il est un peu étonné de nous voir arriver là. Mais de ce fait-là, il est nécessaire de le rassurer sur notre identité. On en a parlé tout à l'heure, mais vraiment signaler, on est bien des chercheurs, ce n'est pas une blague, etc. Donc, il va falloir informer sur le projet de recherche. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui est conseillé dans beaucoup d'études, notamment si vous prenez le livre de Thomas Mann et Fiona Stewart. C'est une des choses qu'ils recommandent, créer un site pour présenter le projet, etc. Ce qui, là aussi, peut poser certains problèmes, puisqu'au départ, on avait créé notre site, alors on était tout contents, on avait mis les documents du projet, on avait mis les publications et les conférences qui avaient déjà été réalisées sur le sujet, et dans les publications et les conférences, il y avait beaucoup d'aspects sur comment identifier dans les résumés, cette recherche visera à identifier des pistes de prévention, des pistes pour la prévention, etc. Ces jeunes qui échangent dans les forums, eux, ils ont vraiment le sentiment qu'ils assurent déjà l'encadrement et ils n'ont pas du tout envie d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va venir analyser leurs pratiques et leur dire « Ah, je vais identifier des pistes de prévention, j'ai des pistes à vous proposer ». Donc déjà, de ce fait-là, finalement, on a décidé d'enlever les publications et les conférences. Et même chose sur les ressources vers lesquelles on voulait rediriger les individus, qui étaient beaucoup des ressources liées à la dépendance aux drogues ou la dépendance aux médicaments utilisés à des fins récréatives. Donc là aussi, ça posait des problèmes puisque eux ne se considèrent pas comme des drogués. Ils sont toujours en train de justement se comparer. Mes amis font pire, mais moi, je prends des médicaments de façon réfléchie et informée. Donc, ce n'est pas du tout la même pratique. Mais c'est sûr que ça peut quand même être utile d'avoir. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on va mettre dans le site où on présente la recherche. Ce qui est très important, c'est de présenter l'équipe de recherche et donc d'avoir des photos pour pouvoir essayer d'incarner un petit peu plus l'équipe et notamment l'intervieweur. Donc ça va être important. À ce titre-là, l'intervieweur est David qui est là. Qui avait utilisé son courriel personnel, alors que nous, dans toutes les présentations, moi je ne sais pas si vous le voyez, on avait nos courriers UQAM. Et donc, il y avait un des participants qui avait dit « Tous les courriels finissent par uqam.ca et pas le tien. » Et comme par hasard, c'est toi qui nous interviews. Donc là, il y avait ça. Donc, un conseil, il faut que le site, si possible, ait une adresse institutionnelle, que le courriel aussi soit rattaché à une adresse institutionnelle, ce qui peut poser des problèmes parce que les boîtes ne sont pas très, très grandes, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous avez réussi à vous rapprocher un petit peu de vos participants. Et là, il faut, si on veut pouvoir avoir une entrevue qui soit un minimum intéressante, donner la possibilité à ce qu'il y ait un climat de confiance qui se développe. Ce qu'on va travailler dans le début de l'entrevue en face à face, mais là, il faut le travailler autrement. Donc,
Plusieurs recherches soulignent notamment l'importance de se dévoiler. Donc le chercheur qui va faire des entrevues en ligne comme ça est obligé de parler de lui un petit peu. Alors ça va être plus ou moins présent selon les recherches, mais notamment si je prends les recherches de Kivitz, où elle amène les individus à parler à chaque fois de leur démarche de santé, de leur démarche de recherche d'informations sur la santé, c'est très intime et donc là elle est obligée elle-même de parler de ses activités, de sa santé, vraiment de ce qu'elle... et de questionner aussi, d'avoir des échanges très personnels, de dire bon, ben, comment va la famille, la personne vous dit qu'elle est en train de faire des recherches d'informations pour sa fille qui est malade, vous pouvez pas, vous êtes obligé d'avoir aussi cette écoute face à la fille qui est malade, face à votre propre enfant qui peut être malade. Donc on va le dire, il va y avoir des échanges beaucoup plus personnels dans le cadre des entrevues en ligne. Ce qui veut dire que comme les entrevues en ligne, on en mène plusieurs en parallèle, vous avez intérêt à être très organisé pour vous rappeler tous ces détails personnels, parce que si vous arrivez à poser des questions sur l'enfant d'un tel qui n'a pas d'enfant, ça va être problématique. Donc ça, il faut être vraiment très organisé. Donc ce qu'on fait, nous, c'est on développe un profil qu'on alimente au fur et à mesure. C'est aussi très important de gérer les agendas des présences, des absences. Ça peut être autant les absences du chercheur. Si à un moment donné, vous n'allez pas répondre pendant un certain temps et que la personne s'est habituée à ce que vous répondiez dans tel délai, il faut absolument prévenir, je vais être absent pendant tel ou tel temps, ou c'est mes vacances, là, etc. Peut-être que je répondrai un peu moins vite, etc. Donc ça, c'est important. Un autre aspect aussi dans la relation de confiance, c'est de rassurer très fréquemment sur le caractère approprié des réponses du participant. Je vous donne un autre extrait. Donc là, c'est un participant, on lui demande comment il perçoit en fait un petit peu l'impact du Ritalin au niveau corporel. Et il va expliquer que bon, il y a certains effets, etc. Mais il donne plein de détails, qu'il va quand même sentir certains effets, notamment de fatigue, etc. Et il demande, est-ce que c'est assez détaillé? Quelquefois, ils ne vont pas le faire. Mais on sent, il y a une grande interrogation, on le retrouve dans les entrevues en face à face, est-ce que je fais bien? Les participants ont vraiment une volonté de bien répondre, donc est-ce que je suis dans le bon sens, est-ce que je le fais bien? Donc il faut vraiment rassurer, et même si la personne ne pose pas la question, dire c'est très bien, c'est exactement le genre de choses que je veux, tu peux donner plus de détails, etc. Donc comme je le disais, si la personne ne pose pas de questions, questionnez aussi, et toi comment tu vis ça, comment ça va? Parce qu'on va le voir plus tard, un des grands défis, c'est le fait de pouvoir que les participants disparaissent et ne répondent plus. Donc il faut vraiment s'assurer régulièrement de la façon dont ils vivent l'entrevue. Il est aussi important, tout comme vous aviez dans les questionnaires la barre de progression, puis on sait, ah, j'arrive proche de la fin, ben là, quelque part, il faut dire, voilà, ben, tu en es à tel bloc de questions, enfin, on approche de la fin des questions, voilà où on en est, ce qui vient après, ça va parler de ça. Donc, le fait de situer la personne dans le cadre de l'entrevue est important. Évidemment, rassurer sur l'orthographe, dire que c'est vraiment pas important. Ça dépend des publics, mais il y a des publics où ça peut être vraiment difficile, surtout que vous, même si vous voulez, au niveau oral, on peut très facilement s'adapter dans le cadre d'une entrevue en face à face au discours de l'autre. Mais au niveau écrit, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il faut vraiment rassurer l'autre aussi sur cet aspect-là et au niveau d'avoir des questions le plus claires possible, puisqu'il y a moins de possibilités de venir préciser comme on peut les avoir en face à face. Donc, c'est important aussi d'avoir des questions très claires. Le fait de questionner l'intervieweur aussi sur le bon déroulement, c'est parce qu'on n'a pas tous ces indicateurs qu'on a en face à face. On ne peut pas hocher la tête, dire oui, ça va bien, etc. Tout ça, ce non-verbal, on ne l'a plus. Donc, il faut le recréer d'une autre façon. Sinon, on peut insécuriser beaucoup la personne. Après, il y a un autre problème, c'est la gestion de la grille. Alors là, il y a vraiment, si vous regardez la littérature, il y a deux écoles. Il y en a qui vont privilégier une grille très courte d'entrevue, donc un canevas d'entrevue assez court, qui l'envoie dans sa totalité aux participants et on commence l'échange. Et donc, il voit à peu près les thèmes que vous voulez aborder et on commence l'échange et on réajuste au fur et à mesure. Ça, c'est une pratique. Il y a une autre pratique qu'on trouve où là, on va envoyer plutôt par grands thèmes des blocs de questions
en spécifiant à la personne qu'elle n'est pas obligée de répondre à toutes les questions, mais c'est vraiment comme votre question pour lancer le thème, puis les questions pour venir relancer sur chacune des dimensions du thème, et en donnant la possibilité à la personne de répondre. C'est sûr que dans tous les cas, on va avoir des nombres d'échanges qui sont assez élevés. Dans la première recherche, là où on a une dizaine de participants qui sont en ligne, donc qui ont choisi d'être en ligne sur 56, ce qui n'est pas énorme. Donc vous voyez, même pour une pratique qui est assez marginale, la plupart ont préféré venir en fait en face à face. Mais on va avoir environ 10 échanges, donc 10 courriels de chaque côté. Donc ça fait un certain nombre d'échanges, sans compter tous les courriels autour du recrutement et puis autour de la clôture quand elle est possible. On va y revenir. Mais c'est sûr que moi, je trouve que si vous avez une grille, vous voulez couvrir un nombre de thèmes assez large, c'est plus facile de l'envoyer par bloc que de pouvoir réduire votre grille très facilement. Alors là, ça va être un exemple, justement, on lance le topic, on explique et on donne les différents thèmes qui peuvent être abordés dans le cadre de l'entrevue. En précisant aussi que prends ton temps pour répondre, s'il y a des questions, donc toujours de donner la porte ouverte pour que la personne fasse préciser si c'est nécessaire. Alors, cette durée des échanges qu'on constate sert aussi. Ça a des avantages puisque d'une part, on peut cerner des processus dans la durée. Le fait qu'il y ait une certaine durée, ça favorise aussi une certaine relation tant qu'il y a des échanges. Donc ça permet de construire la relation. Mais le problème majeur et qu'on retrouve dans toutes les recherches, c'est le fait que les participants vont tout d'un coup disparaître dans la nature parce que l'interviewé se sent moins captif. Tout comme les personnes, quand vous leur fixez un rendez-vous en face à face ou en ligne, ils se sentent beaucoup moins engagés en ligne qu'en face à face. Et là, on retrouve de la même façon, en face à face, c'est vraiment très rare que vous ayez un interviewé qui se lève et qui dise « j'en ai marre de répondre à tes questions » et qui sortent, alors qu'en ligne, ils disparaissent et c'est indolore pour eux. Mais pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que c'est parce qu'il a un problème en ce moment, qu'il a trop de travail, que justement dans sa famille, il se passe toutes sortes de choses? Alors, on va le relancer, mais jusqu'à quel point on le relance? Quand est-ce que ça devient du harcèlement, etc. Donc, ça pose des problèmes. L'autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir quelquefois un laps de temps un peu long entre les échanges, ce qui fait que là, on perd un petit peu aussi du fil de l'entrevue d'une certaine façon. Donc ça aussi, c'est une problématique si on n'arrive pas à faire en sorte que les échanges soient continus. Mais au-delà de ça, ça pose des enjeux éthiques vraiment importants parce que, comme dans toute entrevue, et là notamment, on aborde des pratiques qui sont assez délicates et qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, on voudrait pouvoir faire une clôture en bonne et due forme. C'est des gens qui ne se sentent pas du tout comme ayant des pratiques à risque. Puis nous, au travers des questions qu'on pose, on peut peut-être les amener à se dire, à avoir une réflexion, à se dire que peut-être que finalement, c'est pas si anodin que ça de prendre 3 bouteilles de sirop à la suite. Donc, juste, il peut y avoir une certaine détresse psychologique. Et cette clôture qu'on veut pouvoir assurer, où on va justement voir si il y a une certaine détresse psychologique et si la personne aurait besoin d'être réorientée vers certaines ressources, on ne l'a pas toujours parce que les participants peuvent disparaître dans la nature et donc on n'a pas cette occasion de faire une clôture. On en a parlé hier à propos des enquêtes quantitatives en signalant on met sur chaque page du questionnaire, on va mettre un bouton « Quit » et comme ça, on a la possibilité de faire un débriefing à ce moment-là. Mais c'est difficile dans chaque message que vous allez envoyer. Si jamais tu penses arrêter l'entrevue à ce stade, eh bien, clique ici ou avertis. Donc, ça, au niveau des échanges synchrones, c'est difficile. Asynchrone, c'est difficile, ou même synchrone d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait l'annoncer dès le départ que si la personne veut quitter? Alors, on le souligne, tu peux quitter, c'est dans le formulaire de consentement, mais il faudrait trouver une façon pour que vraiment la personne puisse en être consciente et au moment où elle quitte, qu'elle puisse le manifester sans être mal à l'aise, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a certains participants qui vont dire « j'en ai assez de répondre aux questions », on en a un exemple, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup. L'autre aspect, c'est assurer ce suivi.
Parce que au niveau éthique, on nous dit dans le cadre du comité, si vous voyez des pratiques que vous jugez qui puissent être dommageables pour la santé des individus ou des conseils qui puissent être dommageables pour d'autres participants, il faudrait peut-être prévenir le comité d'éthique et on pourrait envisager un bris de la confidentialité. Mais là, ce sont de toute façon toutes des pratiques, notamment sur les usages à des fins récréatives, alors dans un degré plus ou moins important, mais qui comportent un certain risque. Alors, est-ce qu'on intervient tout le temps ou jusqu'où on intervient? Donc là, il y a un enjeu éthique et qu'on n'a pas encore totalement résolu, je dois vous avouer. Mais nous, ce qu'on considère, c'est tant qu'il y a un encadrement qui est assuré par la communauté, on est relativement sécurisé, mais ça pose des problèmes. Même chose pour les ressources vers lesquelles on les renvoie à la fin de l'entrevue. Bon, évidemment, comme c'est au niveau une répartition mondiale, il a fallu trouver des ressources dans différents pays, mais le lien qu'on peut avoir, nous, vers des ressources qu'on connaît est évidemment moins évident. Donc ça aussi, ça pose certains problèmes. Un autre enjeu éthique, c'est comment garantir la confidentialité. Donc on en a parlé ce matin pour tout ce qui est des... notamment quand on analyse les forums, même si on supprime toutes les informations, c'est très très difficile de rendre ces forums complètement anonymes parce que si vous prenez un forum où il y a des Canadiens qui parlent de médicaments utilisés à des fins récréatives, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on pourrait les retrouver quand même, quelqu'un qui chercherait bien les retrouverait. Si en plus on prend, parce qu'on fait aussi des analyses de contenu, donc on a des individus qui vont être, on a analysé leurs échanges et on les rencontre. Donc ça aussi, ça permet de faire un lien vers les personnes qu'on a pu rencontrer. Et l'autre chose, c'est que les gens se connaissent, c'est une communauté, donc ils peuvent s'échanger les extraits d'entrevue. Et ça pose la question, à qui appartiennent les données d'entrevue? Chacun les a, autant le chercheur que le participant, et ça circule très facilement puisque c'est du numérique. Donc ça aussi, ça pose un autre problème. Donc voilà, nous on trouve que vraiment les entrevues en ligne, c'est une façon, bon, par rapport aux clientèles qui étaient, aux participants qui étaient sur les forums, c'est la seule façon de les rejoindre, c'est une entrevue en ligne. Mais même pour certaines pratiques, où là c'est des gens qui étaient sur Montréal, on a des gens qui ont souhaité être rencontrés en ligne parce que c'était des pratiques qu'ils pouvaient trouver un peu sensibles. Donc il y a vraiment un intérêt, mais ça pose des enjeux et il y a tant sur le plan méthodologique qu'éthique qui sont un petit peu différents de l'entrevue en face à face.